énergie solaire, énergie photovoltaïque, énergie finale, énergie primaire, énergie secondaire, énergie hydroélectrique, énergie éolienne, énergie électrique, énergie thermique, énergie nucléaire, énergie chimique, énergie biomasse, énergie verte, énergie bleue, énergie grise, énergie intrinsèque, énergie osmotique, énergie fossile, énergie renouvelable, énergie non renouvelable, mix énergétique, bouquet énergétique, transition énergétique, consommation d'énergie, énergie électrique, énergie perdue, énergie utile. T'as de l'énergie, dis donc! Une chose est sûre, c'est que oui, lui, il en a. Avec ce qui me reste d'énergie, je vais vous expliquer ce que c'est. Le prof cast. L'énergie. Autant de mots et d'expressions que l'on retrouve quotidiennement dans les journaux, dans les discours des dirigeants, dans les émissions de radio. Le monde tourne autour de cette notion centrale qu'est l'énergie, car elle coûte de l'argent. Sa disponibilité sur Terre a des conséquences économiques, sociales et géopolitiques. L'accès à l'énergie est une source de conflits, de destruction des milieux naturels, de modification du climat, mais en même temps, c'est quelque chose d'indispensable à nos modes de vie actuels, pour nous déplacer, pour alimenter nos appareils électriques, pour nous nourrir tout simplement. Alors qu'est-ce que l'énergie ? Que se cache derrière ce mot ? Quelles sont les sources d'énergie disponibles sur Terre ? Sont-elles-ci disponibles ? Quelle exploitation fait-on de ces énergies ? Quel lien y a-t-il entre énergie et électricité ? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. C'est parti. Définition. Ce que dit Planck, c'est que le concept d'énergie se définit par le fait qu'elle se conserve. Autrement dit, la propriété fondamentale de l'énergie, qui d'ailleurs lui sert de définition, est qu'elle constitue une grandeur abstraite qui se conserve. Et c'est cette caractéristique essentielle qui la définit le mieux. Alors vous venez d'entendre Étienne Klein, un physicien et philosophe des sciences français très connu, très brillant, qui parlait lui-même d'un physicien très connu, Planck, qui a apporté le premier une définition de l'énergie. Donc c'est un peu particulier, c'est une grandeur physique, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut mesurer, qui est défini par sa propriété, à savoir c'est une quantité qui est conservée quoi qu'il arrive. Donc l'énergie, c'est une quantité associée à un système physique qui est fonction de paramètres qui caractérisent l'état du système, de paramètres qui dépendent de la position ou de la vitesse. Là, on parlera d'énergie mécanique, qui dépendent des interactions avec le rayonnement ou les interactions moléculaires, donc énergie de rayonnement ou énergie chimique. Comme vous pouvez le voir avec ces exemples ou avec ces illustrations, l'énergie a plusieurs natures. Chimique, nucléaire, thermique, mécanique, de rayonnement. On parle aussi d'énergie électrique, on ne devrait pas. En fait, on voit que l'électricité requiert et transporte de l'énergie. Et toute cette énergie qui est autour de l'électricité, on l'appelle énergie électrique. Ce concept d'énergie est aussi très intéressant pour voir comment se construit la science, comment se construisent les savoirs, parce qu'au final, cette chose qui est définie par sa propriété, qui peut prendre plusieurs formes, on l'a d'abord expérimenté et ensuite on l'a nommé. Et plusieurs phénomènes sont regroupés sous un même nom, énergie. Petit point sémantique, on déduit de cette propriété, le fait que l'énergie est toujours conservée, qu'elle ne disparaît pas, on ne peut pas produire de l'énergie. L'énergie ne peut être produite. Il n'y a pas de production d'énergie. Quand on parle de production d'énergie, physiquement, ça veut rien dire. L'énergie, puisqu'elle se conserve, personne ne peut la produire. C'est pas faux. Tout ce qu'on peut faire, c'est la prendre là où elle est, on peut l'extraire. Elle ne peut pas être consommée non plus. On ne peut pas consommer de l'énergie. En fait, ce qu'on fait, c'est la dégrader, la transformer, la convertir en une autre forme d'énergie. Mais on ne la consomme pas. Ouais, c'est pas faux. Cependant, dans le langage courant, on utilisera les termes production et consommation. Mais il faut savoir que ça n'a pas de sens en physique.
Quelles sont les sources d'énergie de la planète ? Ce qu'on appelle sources d'énergie, ce sont les énergies primaires, c'est-à-dire les ressources directement disponibles sur Terre, directement disponibles sans transformation. Ces énergies primaires sont le soleil, le vent, le pétrole brut, le charbon, le gaz, la biomasse, l'eau, l'uranium. On les nomme en fonction de leur provenance. Par exemple, l'énergie qui vient du soleil, on dit énergie solaire. L'énergie qui vient du vent, énergie éolienne. L'énergie qui viendrait du pétrole, charbon, gaz, énergie fossile. Une autre manière de classer les énergies, outre par leur provenance, on les classe aussi par énergie renouvelable, énergie non renouvelable. Les énergies renouvelables et non renouvelables sont nommées ainsi par un critère d'échelle de temps. Si à l'échelle d'une vie humaine, l'énergie est inépuisable, comme le soleil ou le vent, ou bien se renouvelle, comme les arbres par exemple, alors on dira que l'énergie est renouvelable. Par exemple, l'énergie solaire, qui est en fait la nature, c'est énergie de rayonnement et énergie thermique, ou l'énergie hydroélectrique, c'est de l'énergie mécanique, comme l'énergie éolienne, ou l'énergie de biomasse, qui est en fait de l'énergie chimique, ce sont des énergies renouvelables. À chaque fois, vous remarquez que j'ai qualifié l'énergie en fonction de sa provenance, solaire, hydroélectrique, éolien, biomasse, et pour chacune de ces énergies, on peut attribuer la nature de l'énergie, la nature physique de cette énergie, thermique, mécanique, de rayonnement ou chimique. Les énergies non renouvelables, elles, sont celles, à l'échelle d'une vie humaine, qui ne se renouvellent pas, ne pourront pas être de nouveau fabriquées, entre guillemets. Le pétrole se forme sur des millions d'années, par exemple, à partir de micro-organismes qui, à leur mort, tombent sur les fonds marins et sont recouverts de plusieurs couches de sédiments qui s'accumulent au cours du temps, ça plus les variations de climat, de pression, et ça forme du pétrole. Vous voyez donc bien que la ressource ne se forme pas à l'échelle d'une vie humaine. C'est valable pour le pétrole, le gaz et le charbon, ce qu'on appelle les énergies fossiles. On parle aussi d'énergie fissile, énergie nucléaire. Donc là, on parle d'éléments qui sont capables de fournir, de libérer de l'énergie nucléaire, donc l'uranium. Ça fait partie aussi des ressources non renouvelables parce qu'il y a une quantité finie d'uranium sur Terre. Et une fois qu'on aura extrait tout cet uranium, on n'en aura pas plus. Toutes ces énergies sont gratuites. En fait, tout ce qu'on achète, c'est la disposition à nous faire payer les coûts d'extraction d'un bien gratuit par la personne qui est née dessus, qui est assise dessus. La nature, elle n'envoie pas de facture, ni pour le vent, ni pour le soleil, ni pour le pétrole, ni pour le gaz. Ce qu'on paye, c'est le coût d'extraction des différentes énergies. Écoutons à présent Nicolas Hulot, ex-ministre de l'Environnement, en novembre 2019. Moi, je crois maintenant, je crois vraiment aux énergies renouvelables, un mix énergétique avec les réseaux intelligents. Et je pense surtout que les pays en voie de développement, c'est de ça dont ils ont besoin parce que beaucoup plus rapidement qu'avec d'autres technologies, on pourra répondre à leurs besoins élémentaires d'énergie dont dépend l'accès à des besoins vitaux. Alors dans cette piste son, il nous parle de mix énergétique. Donc un mix énergétique ou un bouquet énergétique, c'est la répartition des différentes sources d'énergie primaire consommées dans une zone géographique donnée. Donc pour chaque région et chaque pays, la composition du mix énergétique va dépendre de la disponibilité de la ressource sur le territoire ou de la possibilité de l'importer, de l'ampleur et de la nature des besoins énergétiques, du contexte économique, social, environnemental, géopolitique et des choix politiques. Parlons du mix énergétique mondial. Entre 1990 et 2019, donc en 1990, les énergies primaires extraites par l'ensemble des États du monde s'élevaient à 80% d'énergie fossile, 6% de nucléaire, et pour les énergies renouvelables, c'était 12% tout confondu. En 2020, c'est de même proportion en énergie fossile, la même quantité en nucléaire, 6%, donc ça n'a pas évolué. Ce qui a évolué, c'est que dans ce mix, il y a un petit peu plus grande part pour les énergies renouvelables. On passe de 12% à 15%.
C'est pas non plus la fête. Hein. Ça, c'est en part, en proportion. La proportion des énergies fossiles dans le mix énergétique n'a pas changé. Ce qu'il faut qu'on regarde aussi, c'est la quantité d'énergie qui a été extraite des milieux naturels. En 1971, la consommation en énergie primaire s'élevait à 5 milliards de tonnes équivalent pétrole. En 2016, qui sont les derniers chiffres en ma possession, on en est à 14 milliards de tonnes équivalent pétrole. La consommation a triplé. Le gaz et le charbon sont les énergies qui ont subi une augmentation. L'extraction du pétrole, la quantité de pétrole extraite est restée constante entre 1971 et 2016. Cette évolution, elle est due à quoi ? Elle est due à la combinaison entre la stagnation depuis 20 ans de la consommation des pays anciennement industrialisés, pays de l'OCDE, et une forte croissance des nouvelles économies. La Chine, par exemple, a vu sa consommation d'énergie plus que tripler en 20 ans. La consommation de l'Afrique a augmenté de 50% entre 1990 et 2008, donc un peu plus maintenant. Mais ça reste une augmentation marginale. Hein. L'Afrique, la consommation d'énergie primaire de l'Afrique correspond à 6% de la consommation totale, et ça pour 15% de la population mondiale. Quelle exploitation fait-on de ces énergies primaires ? Donc, on a plusieurs termes, énergie primaire, énergie secondaire, énergie finale, énergie utile. Tous ces termes font partie d'un processus. L'énergie primaire, c'est celle qui est directement disponible dans la nature. Et l'énergie secondaire, c'est la transformation de l'énergie primaire. D'accord ? Les énergies primaires sont transformées en énergie secondaire pour être utilisées. Par exemple, le pétrole brut est transformé en produits pétroliers raffinés, comme par exemple les carburants automobiles, pour être utilisés. Donc les produits pétroliers vont être considérés comme énergie secondaire. L'énergie finale, c'est celle qui est utilisée à la satisfaction des besoins de l'être humain, quoi. La consommation d'énergie finale dans le monde a atteint les 9 milliards de tonnes équivalent pétrole en 2012. Et en fait, ça correspond à la consommation d'énergie primaire en enlevant toutes les pertes d'énergie qui ont lieu pendant la chaîne industrielle. Entre énergie primaire et énergie finale, il y a le transport, il y a la transformation, et tous ces processus incluent des pertes d'énergie sous forme d'effet Joule. Ce qui reste, c'est l'énergie finale. En 2016, les produits pétroliers représentaient 40% des énergies finales consommées dans le monde. Je vous laisse avec une émission belge de 2008 qui nous parle de la vie sans pétrole, de ce que serait notre vie sans pétrole. Stop, il n'y a plus de réserve, il n'y a plus de pétrole à extraire et il faut faire sans. Alors la vie serait sans doute bien différente. Il n'y aura peut-être pas tout de suite la guerre comme dans Mad Max, mais une chose est sûre, on devrait vite changer nos habitudes et notre style de vie. La vie, justement, voilà ce qu'elle pourrait être un jour sans pétrole. Valérie Maï. Imaginez
Imaginons la fin du pétrole. C'est pour 2050, voire 2030, selon les prévisions les plus pessimistes. Comment allons-nous gérer cette disparition aux impacts souvent insoupçonnés ? Fini la brosse à dents en plastique, elle est composée à 100% de pétrole. Nos cosmétiques aussi en contiennent, pratiquement tous les shampoings en possèdent quelques gouttes. Nos textiles n'y échappent pas, la fibre synthétique dérivée du pétrole est partout et a depuis bien longtemps supplanté la laine, la soie ou le coton. En Belgique, 2 ménages sur 5 se chauffent au pétrole. Il leur faut pour un appartement de 80 mètres carrés 1600 litres de mazout par an. Un ordinateur, c'est 600 litres de pétrole pour sa fabrication et son transport. Les pièces qui le composent ont en effet traversé des continents avant d'arriver sur votre bureau. Constat identique pour les autres appareils de la vie courante. Même des objets simples comme un bic sont issus du pétrole. Dans votre supermarché, accrochez-vous, tout ou presque dépend du pétrole. Les fruits par exemple, la moitié est importée par avion et consomme donc énormément de kérosène. Il aura fallu par exemple 5 litres de pétrole pour amener un seul kiwi de Nouvelle-Zélande. Si maintenant on retire également les fruits acheminés par camion, notre alimentation serait bien monotone. « 99% de nos voitures roulent grâce au pétrole. Tout moyen confondu, les transports consomment à eux seuls la moitié de la production mondiale. Dans ce domaine plus que d'autres, les alternatives peinent à se développer. Les délais sont pourtant courts jusqu'à la disparition de nos carburants classiques. Plus de pétrole, ce pourrait être aussi plus de voitures du tout. Sa fabrication nécessite en effet beaucoup d'énergie et 15% en moyenne de plastique. Notre société est donc bien dépendante du pétrole. Sa fin pourrait conduire à la fin de notre civilisation. Ouf, ce n'était qu'un cauchemar. Touchons du bois pour que tout cela n'arrive jamais. Zut, tout est en plastique. Serait-il trop tard ? Il est en tout cas plus que jamais temps de réfléchir à d'autres solutions. Serait-il trop tard ? C'est un petit peu la question effectivement du jour. Les produits dérivés du pétrole qui, on l'a vu, sont partout. On utilise l'or noir pour le plastique, pour les peintures, pour fabriquer des encres d'imprimerie, des produits de beauté, des vêtements, des shampoings, des gommes. L'industrie pétrochimique qui représente environ 10% de la consommation mondiale de pétrole. Autre que les produits pétroliers, il y a le charbon et le gaz aussi comme énergie finale. Elles sont des énergies primaires, mais sont utilisées telles quelles pour nous chauffer, pour mettre en marche des machineries. Donc c'est des énergies finales. Une autre, peut-être de loin la plus fondamentale, l'électricité. L'électricité est une énergie finale, parce qu'on a besoin d'énergie primaire pour la fabriquer. Entre 1976 et 2016, la proportion de l'électricité dans la consommation d'énergie finale a augmenté, a pratiquement doublé pour l'ensemble des continents. L'électricité représente à présent 23% de la consommation d'énergie finale en France et comme en Espagne. Donc quand on parle de production d'électricité, à partir d'énergie primaire, on parle de 23% de l'ensemble des énergies consommées. Donc quand on parle d'économie d'énergie, bien sûr on pense à l'électricité directement, mais en fait les économies d'énergie doivent être faites aussi sur les autres types d'énergie. Sobriété énergétique, la sobriété doit aussi passer par les autres types d'énergie. Maintenant, nous allons voir comment se fabrique l'électricité. Il y a plusieurs méthodes pour produire un courant électrique. Soit on utilise le déplacement d'électrons lors d'une réaction chimique. C'est ce qui se passe dans les piles, dans les batteries, la pile à hydrogène par exemple, mais aussi dans les membranes osmotiques. C'est ce qu'on appelle l'énergie bleue, l'énergie de l'eau salée. C'est aussi ce qui se passe, alors là c'est plus de l'énergie chimique, mais dans les panneaux photovoltaïques,
où on déplace des particules et c'est ce mouvement de particules qui nous produit de l'électricité, qui produit un courant électrique. Je vous laisse avec une voix que vous connaissez pour comprendre le principe de fabrication de l'électricité dans les centrales électriques. À tout de suite. Pour produire de l'électricité, on fait tourner un gros aimant au centre d'une bobine de fil de cuivre, ce qu'on appelle un alternateur. La variation du champ magnétique de l'aimant met les électrons du cuivre en mouvement, c'est ce qui génère un courant électrique. Pour mettre l'aimant en rotation, le plus souvent, on chauffe de l'eau qui se transforme en vapeur. Cette vapeur entraîne une turbine reliée à l'alternateur. Dans les centrales thermiques à flamme, on brûle du charbon, du gaz ou du pétrole, des énergies dites fossiles pour produire cette vapeur. Alors oui, depuis le 19e siècle, on n'a pas trouvé mieux. On fait bouger un aimant devant une bobine. Comment va-t-on faire bouger cet aimant ? Donc, on peut faire chauffer de l'eau, et avec la vapeur d'eau, à la manière d'une cocotte minute, on fait bouger l'aimant. Donc ça, c'est le principe des centrales qui brûlent du charbon, du gaz, du pétrole. C'est aussi le principe des centrales nucléaires. La réaction nucléaire chauffe de l'eau, qui la transforme en vapeur, qui fait bouger l'aimant devant la bobine. Le principe des éoliennes, maintenant, vous apparaît complètement évident. C'est le vent qui fait bouger l'aimant. Pour les centrales hydroélectriques, c'est l'eau. C'est le mouvement de l'eau qui fait bouger l'aimant. On peut classer les exemples que je viens de vous citer en 2 catégories. Les productions d'énergie à haut taux de carbone, très carbonées, qui rejettent beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et qui en nécessitent pour l'acheminement des ressources, qui sont les centrales thermiques à flamme, gaz, pétrole, charbon, et les centrales électriques bas carbone, qui sont les éoliennes, les centrales hydroélectriques et les centrales nucléaires. Si le nucléaire est bas carbone, produit beaucoup moins de dioxyde de carbone que le pétrole, le gaz et le charbon, alors c'est quoi le problème avec le nucléaire ? Voilà comment on en parlait en 1964, un journal télévisé de la chaîne télévisée française, l'ORTF. L'implantation à Chinon des premières centrales atomiques françaises n'a rien changé à la vie quotidienne des pêcheurs sur la Loire, ni à celle des habitants des environs. Pourtant, à Chinon est apparue l'énergie qui, en 1975, va prendre la relève. Dans toute l'Europe, d'ici 10 ans, il existera des dizaines de centrales atomiques. Elles fourniront, en 1985, près de 25% de l'énergie électrique qui sera alors nécessaire. Et à un prix de revient plus bas que celui des centrales classiques qui fonctionnent aujourd'hui. Beaucoup seront comme celles que nous venons de voir, en France du moins. D'autres pays choisiront peut-être d'acheter aux Américains des centrales à uranium enrichi. La bataille des 2 conceptions fait rage actuellement, car son objectif est de construire pour des milliards des centaines de centrales atomiques. On estime qu'à la fin du siècle, l'atome fournira 50% de l'électricité dont le monde aura besoin. Mais déjà, cela n'apparaît pas suffisant aux experts. Et déjà, on travaille, comme dans cette vallée des piles du centre atomique de Cadarache, près de Manosque, à mettre au point de nouveaux modèles de centrales. Pourquoi ? Parce que les centrales de Chinon apparaissent déjà aux atomistes qui travaillent ici, à Cadarache, comme démodées. Pourtant, à Chinon, il semblait qu'on avait fait un progrès extraordinaire. Chaque kilo d'uranium placé dans les centrales, EDF 1, 2 ou 3, produit autant d'énergie que 10 000 kilos de charbon. Histoire du nucléaire en France. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France lance un programme nucléaire et crée le CEA, le Centre de l'énergie atomique, pour rattraper le retard accumulé durant la guerre. En 1950, un programme nucléaire militaire accélère les connaissances et donne à la France une force de dissuasion. En parallèle, se multiplient les centrales nucléaires en France. L'archive que vous venez d'écouter date de 1964. En 1970, confortée par les chocs pétroliers, la France cherche une indépendance énergétique. La France fait le choix du tout nucléaire.
et lancera son programme nucléaire civil. Et à l'époque, il sera présenté comme propre, n'émettant pas de gaz à effet de serre, économique. Et en effet, en 1990, 75% de l'électricité française est issue du nucléaire. En 2018, on est redescendu à 71,1%. Pour ce choix du tout nucléaire, la France a choisi la technologie américaine, qui est citée dans l'archive. Dans les années 80, avec les mouvements antinucléaires partout dans le monde, le problème de la gestion des déchets nucléaires, puis ensuite 1986 Tchernobyl, 2011 Fukushima, la vision du nucléaire propre, économique en matière d'énergie, a beaucoup changé. Je vous laisse avec une intervention de l'ex-ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, en novembre 2019. C'est surtout sur un critère philosophique que je suis devenu totalement contre le nucléaire. Ça ne veut pas dire que je vous dis qu'il faut en sortir demain matin. Il faut le programmer, parce qu'il y a des gens, il y a des compétences derrière. Il y a surtout des humains. Mais je pense qu'une société doit accepter de prendre des risques, si elle veut avancer. À la seule condition que si elle fait une erreur, et donc qu'il y a la réalisation d'un risque, et les conséquences d'un risque, il faut que ces conséquences soient limitées dans le temps et dans l'espace. Je vais faire un parallèle. Vous vous souvenez de l'accident à Toulouse d'AZF. Je ne sais plus combien il y a eu de victimes, combien de millions d'euros de dégâts, mais le truc est terminé. Je pense qu'on a tiré des leçons, mais on a contenu le phénomène. Fukushima ou Tchernobyl, pendant qu'on parle, les réacteurs continuent à fonctionner, on continue à déverser des milliers de mètres cubes d'eau radioactive dans le Pacifique, on fait des sarcophages pour étouffer le réacteur. Nos déchets nucléaires, comme on ne sait pas quoi en faire, la seule solution qu'on a trouvée, c'est de les mettre sous terre. Je ne dis pas que c'est forcément très risqué, mais ce n'est pas la conception que je me fais d'une civilisation. Quand on ne sait pas quoi faire des choses, ou quand on les reporte aux générations futures. Nous arrivons au terme de cette émission sur l'énergie. Merci à vous. J'espère que vous avez eu les réponses à toutes les questions que vous vous posiez. Le défi de l'humanité pour les années à venir peut se résumer en 2 mots. Sobriété énergétique. Cette sobriété énergétique pourrait être atteinte en réduisant les pertes d'énergie qui se produisent lors de l'extraction, du transport, de l'utilisation, en maîtrisant les techniques de stockage, mais surtout par un changement de nos modes de vie, pour permettre aux pays en voie de développement d'avoir eux aussi un accès à l'énergie. Et tout ça sans compromettre l'habitabilité de la Terre. L'habitabilité de la Terre dont dépend la survie des êtres humains et des autres êtres vivants de la planète. Sacré nom de Dieu, de bon Dieu, c'est toujours pareil à 7h du matin ou 6h du soir. Si j'avais pas besoin de ma bagnole, je ne serais pas parmi ces tocards. Quand il n'y aura plus de pétrole, on se promènera en carriole. Parmi les fleurs, les feuillages, les motards seront en chômage. On respirera profond. Le bon Dieu retrouvera ses moutons. Oh la vache, non mais regarde-moi ce con, le feu est vert, il avance pas, crénom de Dieu, je vais être en retard. Si je déboîte la file de droite, va m'engueuler, ouais ça va, et connard. Quand il n'y aura plus de benzine, plus d'énergie, plus d'usine, plus de télé, plus de téléphone, on redeviendra des autochtones. Pour se réchauffer quand il gèle, on refera l'amour à la chandelle.
Ça y est, je tombe en plein sur un bouchon, je suis vraiment dans la file des cons, merde, y a un camion en travers. Ah, les emplâtrés, y'a qu'à passer sur le trottoir, vas-y pépère. Une petite maison au fond des bois, bétail, volaille et feu de bois, binet, sarclé, fauché les champs. Quand on y pense, c'est fatigant. Au fond, la vie dans la nature, c'est drôlement chouette vu de sa voiture. Tiens, ça y est, la route est dégagée, c'est quand même drôlement bête de rouler en bagnole quand ça avance. Y a pas de flic dans le coin, un petit 120, vas-y Toto et vive la France. C'était le Profcast par Clarisse, montage Romain Alaberto et Clarisse.